Donc, on va enchaîner là, avec les présentations éclairs étudiantes des étudiants de l'ISFOR. Donc, je rappelle, vous avez 3 minutes pour votre présentation, puis on essaie de se garder 2 minutes pour les questions. Si vous débordez un peu, bien, on va juste raccourcir un peu la période de questions. Donc, encore une fois, je vous remercie à tous les étudiants pour votre participation. Et donc, on va débuter avec Raphaël Fréchon, oui, qui est une étudiante à maîtrise avec Jérôme. Exactement. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. OK, parfait. Donc, c'est bon? Je peux commencer? Oui, c'est à Super, toi. ben, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Raphaël. Comme Benoît l'a dit, je suis étudiante à la maîtrise en développement durable et conservation des ressources renouvelables avec Jérôme Duprat. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter sommairement mon projet comme il est formulé dans mon proposé de recherche qui est présentement en cours d'évaluation. En fait, ma recherche, elle s'inscrit dans un projet plus large qui est intitulé Repenser la conservation dans une ère de changements globaux. Mais moi, ma recherche, c'est vraiment de faire des analyses spatiales des services écosystémiques et de la biodiversité en aires protégées. Donc, mon objectif, c'est d'explorer la répartition géographique des zones qui sont importantes pour la production de services écosystémiques, et ce par rapport aux zones d'intérêt pour la biodiversité, donc aux hotspots de biodiversité. Et je vais me pencher sur 2 cas d'études au Québec qui sont situés dans des régions avec des dynamiques territoriales contrastées. Donc, la première région, c'est le bassin versant de la rivière Broadback. Et la deuxième région, c'est dans la MRC du Haut-Richelieu. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre si les aires protégées devraient être gérées différemment pour protéger la biodiversité, mais aussi les lieux qui produisent les services écosystémiques. Donc, pour ce faire, je vais d'abord identifier les services écosystémiques qui sont prioritaires et applicables pour les cas d'études donnés. Puis ensuite, je vais les cartographier et les modéliser à l'aide de la suite de modèles INVEST. Puis dans le fond, je cherche à obtenir de l'information un peu comme je l'ai spatialisé ici là, sur mon illustration simplifiée. Puis je vais analyser les services écosystémiques là, selon différents indicateurs pour obtenir là, justement des concentrations de la valeur marchande ou encore des assemblages multiples de services écosystémiques. Puis dans le fond, c'est ça, je vais obtenir ces différents services-là que je vais évaluer à travers des valeurs monétaires ou unitaires selon le cas. Puis ensuite, pour la biodiversité, je vais faire un peu le même exercice, mais avec d'autres indicateurs comme la présence d'espèces menacées ou encore l'abondance d'espèces. Puis, ça va être schématisé là, de façon à ce que ce soit compatible pour faire des analyses ensemble. Et finalement, je vais analyser ces répartitions spatiales par rapport aux aires protégées existantes sur les 2 territoires. Puis ça, c'est dans le but de comprendre les patrons spatiaux ou encore les assemblages de services écosystémiques qui ont une présence sur ce territoire-là. Ça va me permettre de savoir si la majorité des services écosystémiques sont produits dans les aires protégées, mais aussi s'il y a certaines relations entre les 2 types de zones qui sont similaires en aires protégées, mais également là, dans le reste du territoire, là, si c'est un peu la même chose. Donc voilà, merci de votre attention. Puis n'hésitez pas à m'écrire là, si jamais vous voulez partager vos impressions ou poser des questions. Merci beaucoup, Raphaël. On a le temps là, pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des participants qui auraient des questions pour Raphaël? Je vois qu'il y a une main levée. 2 mains levées. On va y aller avec Audrey-Anne Loisel. Oui, bonjour Raphaël, c'est un projet super intéressant. Je fais des trucs un peu similaires, mais à plus petite échelle. Je me demandais si tu allais opter pour une approche centrée vraiment sur l'offre des services ou est-ce que tu vas y aller pour une approche qui est centrée sur l'offre et la demande, donc où sont produits les services versus où est-ce qu'ils sont nécessaires. C'est ça, dans un premier temps, là, dans le cadre de ma maîtrise, ça va vraiment être sur le lieu de production, donc pas où ils sont consommés. Merci, Raphaël. On prend une autre petite question de Frédéric Doyon rapidement.
Merci, Raphaël, pour ta présentation. Rapidement, la question suit celle qui vient d'être posée. En quoi la demande ou les usagers qui sont bénéficiaires des services écosystémiques vont être considérés ici? Bien, c'est ça. Dans le fond, comme je l'ai dit au début, ça s'inscrit dans un plus grand projet. Puis ça, c'est vraiment la phase 1 de mon projet de maîtrise. Puis après, il y aura une phase 2 là, qui vise à inclure plus là, les valeurs des gens qui bénéficient des services écosystémiques, mais c'est encore en construction. Fait que là, c'est vraiment le but, c'est de partir avec vraiment des données là, économiques et biophysiques, puis de juste regarder OK, comment c'est organisé dans le territoire puis que ça interagit avec la biodiversité. Okay, je ne sais pas si ça répond. J'ai de la misère à voir comment la valeur, sans savoir la demande, comment on établit la valeur là, en économie, mais peut-être c'est mon absence de connaissances dans ce domaine-là. Bien, ça dépend ça dépend des services écosystémiques. Là. Si c'est, mettons, plus le carbone ou, mettons, la rétention de l'érosion ou même le récréotourisme, bien, le récréotourisme, c'est sur place. Donc, c'est sûr que le service est généralement est consommé là où il est produit. Mais c'est ça, fait que c'est plus... C'est aussi dans le choix là, des services que je vais faire. Là. Comme je disais, je vais identifier ceux qui sont comme prioritaires et faisables pour ce type d'analyse-là. Puis après ça, ben, ça va être de voir là, c'est quoi les carences, puis qu'est-ce qui est à compléter là, pour avoir un meilleur portrait. Merci. Excellent. Ben, merci beaucoup, Raphaël, pour ces bonnes réponses aux questions. On va passer au prochain conférencier, Santiago Izquierdo-Tor, qui est bientôt professeur, on lui souhaite, qui est stagiaire postdoctoral également avec Jérôme Duprat. Donc, je lui cède la parole. OK. Bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. OK. Est-ce que ça marche? Oui. Oui, ça marche. OK. Alors, malheureusement, mon français en général et mon français rapide en particulier ne sont pas si idéaux. Donc, je crois que pour cette fois, ça serait mieux si je présente en anglais. J'espère que ça c'est OK pour vous. So I'm very happy to present this project on behalf of my co-authors and my project partners. And it has to do with how to make conservation a bit more cost-effective in a context of limited funding. So this project deals with payments for ecosystem services. This is a very popular conservation policy that emerged in the 1990s. And it does precisely this. It provides payments in cash or kind, which are conditional on the provision of ecosystem services. So this involves economic transactions between ecosystem service providers and ecosystem service buyers. No? Mexico is one of the pioneers of PES implementation with its national Pago por Servicios Ambientales program since 2003. It's the second largest program worldwide. And there's many studies that have shown that it's been quite effective at conserving forests. However, we've seen the rise and fall of PES funding since 2017, more than 60% of budget cuts. So this means that people that might be interested in participating cannot participate anymore. And especially people who were participating previously. So people who want to renew their contracts, they have been unable to renew their contracts. And this responds to two main aspects, a changing policy environment in Mexico, more towards sustainable production rather than conservation, and a massive push towards government austerity, which has been compounded with the COVID crisis. So our project, it aims to answer the question, how to make these schemes more cost effective, enabling limited budgets to achieve more. So to do this, we came up with an experiment. What if we have a cohort of people who want to apply to these schemes, and we randomly select them to different treatments. So we can have a PES design number 1, PES design number 2, and PES design number N. And then we compare outcomes. By the way, how this is done through randomization, we can attribute any differences that we observe between these participants to our design rather than other confounding factors. So this is called a randomized controlled trial. So we acquired budget to do precisely this in Selva Lacandona in Mexico. This is the largest rainforest remnant in Mexico, more than 1 million hectares. So we have budget for 85 participants.
and we will recruit people who were rejected from participation because of limited budget. And now we will offer them different contracts. So we will offer them a standard contract that is very similar to the contract that they would have received if there was budget in the Mexican program. And the second contract that has to do with full enrollment. They have to enroll all of their eligible property. Now they can enroll whatever they want. And we will evaluate outcomes in take-up rates, deforestation, and income. We will start to implement this very soon, April, May 2021, so ready for fieldwork. And our hypothesis is that we will observe some variations between these treatments in take-up rates, like people, would they want to participate or not with different conditions? We don't know, but we think that people who apply and enroll, it will be a bit more cost-effective than the normal program, this full enrollment. Also, we aim to build policy partnerships between practitioners and researchers to continuously improve pest design and provide clues, hopefully, for other places that are undergoing similar conditions, like the Ecuador's Sociobosque and Brazil's Bolsa Floresta. And most importantly, we want to develop a full-scale randomization. This is only a pilot project. We want to implement this at a much larger scale in Selva Lacandona with more than 1,000 participants from 2023 on. So I think this is it. This is our project, and looking forward to any questions and comments. Thank you. Great. Thank you very much, Santiago. On va prendre le temps pour une petite question rapide pour Santiago. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Des applaudissements encore. Donc, je tiens à les mentionner parce qu'on ne les entend pas. Donc, il n'y a pas de questions, donc on va passer tout de suite au prochain conférencier. Je te remercie encore, Santiago, pour ta présentation. Le prochain conférencier, ça va être Timothée Fouqueré, qui est également stagiaire postdoctoral là, avec Jérôme Duprat à l'ISFOR et à l'UQO. Donc, je te cède le plancher, Timothée. Merci. Est-ce que tu me confirmes le partage d'écran? Oui, c'est beau. On voit bien. Voilà. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et puis, merci donc de me proposer de présenter ce projet Formule qui porte sur la gestion multifonctionnelle des forêts en Outaouais. Donc, c'est un projet qui est en devenir, qui n'a pas encore débuté, mais qui rassemble déjà des chercheuses et chercheurs de disciplines qui sont aussi variées que l'économie écologique, la géographie ou encore l'écologie forestière. Alors, voilà. Formule, ça part du constat que la gestion forestière elle permet aux divers utilisateurs des forêts de bénéficier de nombreux biens et services. Donc, vous en avez tous déjà ici fait l'expérience, au moins en partie. Et vous le savez, c'est principalement la production de bois qui permet de financer la gestion forestière, bien qu'il y ait d'autres sources de revenus qui existent, comme par exemple les activités récréo-touristiques. En parallèle de ça, on observe une sensibilité croissante de la société envers la défense de l'environnement. Au point même qu'en fait, il y a des particuliers, des entreprises, des collectivités publiques ou l'État qui sont prêts à financer des pratiques de gestion de l'environnement qui sont plus soutenables pour favoriser la préservation des habitats naturels, l'épuration de l'eau, le stockage de carbone, par exemple. Donc ça, c'est à nouveau ce qu'on appelle les paiements pour services écosystémiques que je condenserai en PSE. On constate que ça existe déjà au Québec, mais pour des milieux agricoles, comme pour la préservation de la qualité de l'eau, et pas en forêt. Donc notre objectif dans Formule, c'est de voir si oui et comment des PSE pourraient permettre de conforter la multifonctionnalité des forêts, en favoriser la prise en compte d'usages qui sont jusqu'ici un peu négligés d'un point de vue économique. Alors pour ça, on va développer 3 activités de recherche. La première, en fait, c'est un peu un état des lieux, c'est de comprendre quels sont les usages qui sont priorisés par les acteurs et d'évaluer les services écosystémiques qui sont fournis. Donc un peu cette question d'offre et de la demande. On va passer par des entretiens pour comprendre quels sont les services écosystémiques importants, estimer cette fameuse demande, et de la cartographie participante pour les spatialiser. Dans un deuxième temps, on va construire des scénarios de paiement pour services écosystémiques. On va condenser un petit peu, essayer de voir quelles sont les idées qui existent déjà via une revue de littérature internationale, voir ce qui serait intéressant pour l'Outaouais, et puis construire des ateliers collectifs avec les principaux intéressés, des propriétaires, des gestionnaires forestiers par exemple, pour imaginer à quoi ressemblerait la gestion forestière de l'Outaouais si on adoptait tel ou tel dispositif de PSE. Et dans un troisième temps, on va plutôt analyser tout ça
En première partie, une analyse qualitative au laboratoire. Essayer d'imaginer et de comprendre quelles seraient les conséquences sociales, économiques et écologiques de ces scénarios qu'on a imaginés. Et puis, sortir du laboratoire, faire un retour au terrain, restituer tout ça pour essayer de comprendre ce qu'en pensent les gestionnaires, les usagers des forêts, pour comparer ces différents scénarios de paiement pour services écosystémiques. Alors tout ça, c'est dans un beau calendrier qui, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, commencerait en juin avec la réponse positive à la demande de financement. Je ne vais pas tout vous détailler, j'attire votre attention sur une étape qui, on l'espère, aura lieu en mai 2022. Ce sont les ateliers collectifs de scénarisation. Et on a envie de vous entendre, on a envie d'entendre les partenaires de la gestion forestière de l'Outaouais, qu'ils soient de la recherche ou ailleurs. Et donc, si vous avez un intérêt dans ce projet-ci, que ce soit pour le critiquer, le modifier, apporter des idées que vous avez pu avoir, on vous attend. Et c'est pour ça que je vous mets ici donc, nos adresses mail et j'attends vos questions et vos commentaires. Merci beaucoup, Timothée. Est-ce qu'on a une question de l'assistance? N'hésitez pas à ouvrir votre caméra si jamais je ne vois pas votre main se lever ou à vous mettre dans le chat. Donc, je ne vois pas de questions rapidement. C'est probablement que c'était très clair. Merci beaucoup encore, Timothée, pour ta présentation. On va passer à la prochaine conférencière qui est Alix Pugeot, qui est une étudiante au doctorat à l'ISFOR-UQO avec Yann Surjek-Groba. C'est à toi, Alix. Ton micro est muté. Juste. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Alix Pugeot, puis je vais, en fait je suis au doctorat avec Yann Surjek-Groba ici à l'UQO, à l'ISFOR-UQO, puis j'ai pas de sujet qui concerne la sociologie, moi je travaille plutôt sur des problématiques de génétique et d'adaptation, donc ça va faire un peu une coupure, un changement de sujet. Comme on a vu hier un peu avec le panel de discussion sur la situation des forêts en Outaouais, les aspects génétiques peuvent être vraiment intéressants dans la gestion. Et donc, pour mettre un peu en contexte ce que je vais vous présenter aujourd'hui, qui sont en fait des résultats que j'ai eus au cours de mon doctorat, des résultats de différenciation génétique entre populations d'érables à sucre. Le contexte en fait de ces résultats de différenciation, c'est que je cherche pendant mon doctorat à déceler l'adaptation génomique de l'érable à sucre pour des variables climatiques. Donc c'est le but final de mon doctorat. Et j'ai actuellement quelques résultats d'analyse génétique. Et en fait, pour que ce soit intéressant d'analyser ces résultats génétiques, il faut juste remettre en contexte que la variation génétique entre différentes populations d'une même espèce peut être due à énormément de facteurs. Donc, vous voyez ici un schéma qui pourrait récapituler un petit peu. Donc, ces trois populations comportent des individus qui ont des génotypes, qui ont des fréquences, où les fréquences génotypiques sont différentes entre chaque population. Et donc, on observe une différenciation génétique de ces populations, malgré qu'elles soient reliées par des flux de gènes. Donc, on ne peut pas associer cette différenciation génétique à l'isolation par la distance. Et donc, moi, ce que j'aimerais trouver, c'est une différenciation génétique qui soit liée à un gradient environnemental. Mais pour être sûr que la différenciation génétique qui est liée au gradient environnemental, il s'agit aussi de vérifier qu'il n'y ait pas une structure, une différenciation qui soit liée à une ancienne barrière au flux de gènes. Donc, par exemple, ce serait dans le cas, en Amérique du Nord, c'est beaucoup le cas pour les glaciers, on fait ce genre de patron dans beaucoup d'espèces. Et il y a aussi la possibilité que l'hybridation avec des espèces proches crée aussi de la différenciation entre populations qui n'est pas due à l'adaptation à l'environnement.
Donc moi, ce que je veux vous présenter vraiment aujourd'hui, c'est ce résultat de recherche de groupe génétique qui a été effectué dans un échantillonnage de 25 sites situés au Québec. Et donc, ces sites comportaient, donc, ont été échantillonnés de 15 à 40 individus. Et à partir de données de séquençage, on a recherché des groupes génétiques dans toutes ces données-là. On a essayé de trouver les individus qui se ressemblent le plus. Et donc, à partir de l'ensemble des données, 7 groupes génétiques ont été identifiés. Et donc, ces groupes génétiques sont représentés dans tous les sites. Donc, vous voyez que les groupes génétiques sont au nombre de 7 et sont représentés par des couleurs. Et chaque petit diagramme représente un site. Et donc, vous voyez que chaque diagramme comporte toutes les 7 couleurs. Donc, même si c'est en petite quantité, il y a quand même le fait que chaque groupe est représenté dans tous les sites. Donc ça implique que ce n'est pas une différenciation forte au sein des populations du Québec. Mais le résultat qui est assez intéressant, c'est que la proportion des groupes, la proportion des individus qui appartiennent à un groupe est différente entre chaque site. Donc, les sites du Nord, vous voyez, ont des individus qui appartiennent plus au groupe génétique bleu foncé, alors que les individus qui appartiennent au groupe génétique rouge sont plus représentés ici au sud du Québec. Donc, c'est un résultat quand même de différenciation faible. Donc là, actuellement, moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est de chercher encore de la différenciation sur les mêmes sites, mais en utilisant des marqueurs génétiques différents. Parce que là, j'ai utilisé des marqueurs génétiques qui sont éparpillés dans le génome et je vais pouvoir utiliser maintenant des marqueurs génétiques qui ciblent des gènes liés à l'adaptation chez d'autres espèces de plantes. Je vais pouvoir rajouter des sites supplémentaires grâce à une collaboration avec Nathalie Isabelle du NRC. Et je vais monter une petite expérience qui va étudier le flux de gènes entre l'érable noir et l'érable à sucre à Kenock. Donc ça, c'est le terrain qui est prévu cet été. Et enfin, je vais pouvoir étudier la phylogéographie des sous-espèces qui sont proches de l'érable à sucre, donc de la série Saccharodendron, grâce à des envois, à des prêts par des herbiers puis des arboretums. Donc voilà où j'en suis et merci pour votre attention. Je remercie toutes les personnes de l'ISFOR et de NRC qui m'aident dans ce projet-là. Merci beaucoup, Alix. On n'aura pas le temps pour de questions. On est un petit peu serré dans le temps en ce moment. Donc, on va tout de suite passer là, à la prochaine conférencière, Geneviève Gagné, qui est une autre étudiante au doctorat à l'ISFOR, qui va nous amener maintenant plus en milieu agroforestier. J'ai oublié de dire que si vous avez des questions, j'ai un poster, donc si vous voulez me parler. Effectivement. Alix, on peut aller la voir pendant la séance d'affiche pour en apprendre plus sur son projet. Donc, Geneviève, j'imagine que tu es là, tu n'as pas ta caméra, mais ta présentation est là. Est-ce que ton micro fonctionne? Là, est-ce que ça fonctionne? Oui. OK. Je pourrais aussi... OK. Bon, ça fonctionne? Oui, tout fonctionne. C'est à toi. Bon, excellent. Aujourd'hui, moi, je vais vous présenter des résultats sur l'impact de la diminution de la pluie sur les interactions aériennes et souterraines entre les arbres et les cultures dans un système agroforestier intercalaire. Donc, dans le fond, mon objectif, c'est d'étudier les impacts du cernage des racines puis de l'interception de la pluie sur les interactions aériennes et souterraines entre les cultures et les arbres dans un système agroforestier. Donc, comment ça c'est possible? Ici, je vous présente un bloc. Il y avait 8 blocs comme ça dans un système agroforestier intercalaire. Donc, la moitié des arbres de chaque bloc a été cernée à l'aide d'une dent de sous-soleuse qui allait environ à 50 cm de profondeur dans le sol. Par la suite, à 4 mètres, 12 mètres et 20 mètres de la rangée d'arbres, on a installé des parcelles et puis la moitié de ces parcelles-là ont subi un traitement d'interception de la pluie à l'aide de gouttières qui ont été mis dans les entrerangs et qui couvraient environ 50 % de la surface du sol. Donc, les données que je vais vous présenter aujourd'hui, ça provient de tubes racinaires qu'on a mis dans les entrerangs. Il y avait 2 tubes par parcelle qui ont été mis au début de la saison de croissance puis qu'on a retirés à la fin de la saison de croissance du soya. Par la suite, on a étudié dans le fond la colonisation des racines
par strate de 0 à 10 cm, de 10 à 20 cm et de 20 à 30 cm. Également, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 plants par parcelle, puis on a évalué le taux de colonisation par les mycorhizes de ces plants-là. Alors, voici quelques faits saillants de cette recherche. Donc, c'est l'impact du cernage que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour un volume total de racines, donc indépendamment du diamètre des racines, donc indépendamment de la distance à la rangée d'arbres, du traitement d'interception de la pluie et de la profondeur des racines, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un plus grand volume de racines qui a été formé dans les parcelles qu'on avait cerné les arbres. Et en contrepartie, on remarque une diminution du rendement dans les parcelles où on avait cerné les arbres. Donc, le traitement de cernage racinaire a provoqué chez le plant un investissement des ressources plus dans le système racinaire que dans le système aérien. Également, ce qu'on a trouvé, c'est une augmentation de la colonisation des racines par les ifs de mycorhizes dans les parcelles cernées que dans les parcelles non cernées. Donc, même si la différence de pourcentage n'est pas très différente, elle est statistiquement significative. Pour le traitement d'interception de la pluie, indépendamment de la distance à la rangée d'arbres, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait une diminution du rendement quand on mettait des gouttières. Puis, ce qui est intéressant, c'est que pour le volume total de racines, donc il y a une interaction entre la profondeur d'enracinement puis le traitement d'interception de la pluie. Donc, le traitement d'interception de la pluie aura un plus grand impact dans les parcelles où on a mis des gouttières. Donc, en conclusion, c'est intéressant de constater que le cernage des racines a plusieurs impacts sur la croissance du soya. Puis, c'est quand même fascinant de voir qu'on cerne les racines à 2,5 mètres de la rangée d'arbres puis qu'on peut observer quand même des impacts jusqu'à 20 mètres, qui est le centre des arbres. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette excellente présentation qui respectait très bien les délais également. On va prendre le temps pour une petite question pour Geneviève. Est-ce qu'on a des gens dans l'assistance qui auraient une question pour Geneviève? Il y a plusieurs personnes qui applaudissent encore une fois. Il faut que je m'assure de ne pas prendre ça pour des mains levées. Il ne semble pas avoir de questions pour l'instant. Donc, je te remercie énormément, Geneviève. N'hésitez pas à la contacter ou à la rencontrer dans l'espace si vous avez des questions que vous voulez lui poser. J'inviterai maintenant Anne Lévesque, qui est la prochaine conférencière, à partager son écran, partager sa caméra et son micro, surtout, pour que nous puissions entendre sa présentation. On ne t'entend toujours pas, Anne. Donc, bonjour tout le monde. Donc, maintenant, je vais vous parler des paiements pour programmes, de l'implantation de programmes pour paiement pour services écosystémiques, mais cette fois-ci en milieu agricole. Donc, je suis désolée, on dirait que ça... OK, parfait. Donc, nous sommes intéressés là, plus particulièrement aux services écosystémiques qui sont en lien avec des actions qui vont favoriser une qualité de l'eau et de la biodiversité en milieu agricole, donc des enjeux majeurs et d'actualité. Donc, on a regardé des mesures comme des réductions de pesticides, la restauration de milieux humides, bandes riveraines, des mesures de conservation du sol et la plantation d'arbres. Donc, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi on devrait soutenir financièrement ces actions. Parce que la qualité de l'eau et la biodiversité, ça touche vraiment tout le monde. Puis, c'est important de reconnaître que ces actions-là vont apporter des retombées positives, oui, pour le producteur agricole, mais aussi des retombées pour la société au sens large, tant sur le plan économique, sociologique et écologique. Donc, l'objectif du projet, c'était de connaître l'intérêt du public pour ce type de programme-là en milieu agricole, afin de proposer des mécanismes de gouvernance qui vont être socialement acceptables et qui vont aussi apporter des impacts écologiques considérables. Donc, on veut vraiment favoriser et accélérer la transition écologique en milieu agricole. On voulait aussi vérifier comment si le public comprend la notion des services écosystémiques en agriculture. Donc, pour y arriver, on a réalisé une enquête de type aléatoire auprès de 1875 personnes pour connaître les préoccupations des gens vis-à-vis le milieu agricole. Et aussi, on a utilisé une méthode, donc la méthode de la modélisation basée sur les choix et aussi des techniques d'enquête classiques pour décrire les préférences des gens et aussi pour estimer le consentement à payer pour soutenir les producteurs dans leur transition écologique.
Donc, on a utilisé des attributs pour développer des scénarios, des attributs constitutifs de paiement qui sont de type assez classique, dont les paiements, les mesures à financer, les montants de gens qui sont prêts à payer, l'échelle d'action, donc où on devrait mettre en place ce type de mesures et qui devrait gérer ce type de programme. Donc, au niveau des préférences pour les actions agro-environnementales, on voit vraiment qu'il y a une nette préférence pour la réduction des pesticides. Donc, ça, c'est normal parce que ça apporte des retombées là, directes dans l'assiette de monsieur, madame, tout le monde. On voit aussi qu'il y a une volonté à soutenir les restaurations des milieux humides. Donc, il y a des gens qui sont de plus en plus conscients que les milieux humides vont apporter des retombées positives dans leur milieu de vie. Par contre, les bandes riveraines, les conservations de sol et les plantations d'arbres semblent des mesures qui sont incomprises auprès des citoyens en matière de services écosystémiques générés. Pour la volonté à payer, donc on a des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 100 $ pour la réduction des pesticides. Donc ça, c'est 10 fois plus que pour un programme qui serait basé, par exemple, sur la restauration de milieux humides. Et pour l'instance de gouvernance, ça serait vraiment une volonté à décentraliser la mise en place d'un paiement pour services écosystémiques pour le rendre plus régional ou municipal. Donc, pour finir, on a vraiment un intérêt marqué là, pour un programme de paiement qui serait décentralisé et qui viserait à réduire l'utilisation des pesticides. Donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle parce que ça offre vraiment une flexibilité aux producteurs dans le choix de leurs pratiques agro-environnementales pour réduire leur cible en matière de réduction de pesticides. Merci. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez me poser des questions et on a un article qui vient fraîchement de paraître, là, que vous pouvez me contacter si jamais vous voulez le lire. Merci beaucoup, Anne, pour ta présentation. On va enchaîner tout de suite. Alors, il y a même des gens qui mettent des petits cœurs dans le chat parce qu'ils ont adoré ça. On va enchaîner tout de suite avec la prochaine conférence pour ne pas prendre de retard. C'est Caroline Simard, une autre étudiante au doctorat à l'Histoire UCO, sous la direction là, de Jérôme Duprat. Donc, je t'invite à partager ta caméra et ton écran, Caroline. Je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon plan de présentation ou vous voyez la présentation en tant que telle? On voit ton PowerPoint, mais la page PowerPoint, il faut que tu parles, pas ton diaporama encore. OK. Excusez-moi. Vive la technologie. Si tu partages ton PowerPoint, puis après ça, sur ton écran PowerPoint, tu fais diaporama, ça devrait t'amener, on devrait voir ton diaporama par la suite. OK, j'essaie ça. Fait que là, si je fais ça comme ça marche? Là, on voit PowerPoint, puis là, clique diaporama. Et ça marche. Ça marche ou ça marche pas? Non, ça marche pas. OK, bien, on va le faire avec le... je pense qu'on voit quand même bien. Je vais essayer de grossir mes slides, puis ça devrait être possible. Ça va fonctionner. OK. On s'adapte. Bon. Je demanderai de l'aide de mes collègues peut-être pour régler ce problème une autre fois. Alors, bonjour tout le monde. Désolée pour ce petit délai. Donc, Caroline Simard, je suis étudiante au doctorat en ressources naturelles et développement durable avec Jérôme Duprat et Justin Leroux de HEC Montréal. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça vous présenter très rapidement le chapitre 2 de ma thèse qui s'intéresse en fait aux solutions de lutte aux cyanobactéries, les algues bleu-vert. Donc, ça, on sait que c'est une problématique environnementale importante au Québec, puis ça touche aussi l'Outaouais. En 2019, suite aux inondations, il y a eu plusieurs fermetures de plages sur la rivière des Outaouais et aussi dans le parc de la Gatineau. Donc, l'Outaouais n'est pas épargné. Donc, c'est ici un modèle où est-ce qu'on veut essayer de comparer différentes solutions. Donc, pour la problématique, il y a eu beaucoup de recherches sur la problématique des cyanobactéries dans les 20 dernières années. Puis, les chercheurs pointent vers le fait que pour réduire le risque associé aux cyanotoxines, il faudrait avoir une approche multiniveau qui combine à la fois des solutions de long terme de réduction des nutriments à la source, mais aussi des solutions de court terme carrément à l'usine d'épuration des eaux.
On sait aussi que toutes les communautés ne sont pas soumises au même risque avec les problématiques de cyanobactéries. Il y a beaucoup d'hétérogénéité sur le territoire, fait que c'est difficile de bâtir des politiques publiques qui fitteraient pour l'ensemble du territoire. Donc, ça prend un peu plus d'études sur le lien entre les systèmes socio-écologiques et la problématique biophysique. Donc, c'est ça, les bénéfices des différents usages de l'eau vont varier considérablement d'une communauté à l'autre, comme je vous le disais. Alors, la combinaison optimale entre les différents types de solutions va varier selon le niveau d'exposition au risque et aussi selon les valeurs sociales associées aux multiples usages de l'eau. Donc, c'est ce qui nous amène avec ce projet du chapitre 2, où est-ce qu'on veut essayer de regarder quels sont les impacts socio-économiques d'un ensemble d'interventions, mais qui se situent à différents niveaux d'action pour réduire ou atténuer les risques liés à la prolifération des cyanobactéries. Donc, on a deux grandes catégories de solutions qu'on cherche à comparer ici. Les solutions amont, qui sont la réduction des nutriments, et les solutions plus aval, où est-ce qu'on essaye d'optimiser, d'améliorer les outils de suivi et de traitement à l'usine. Puis, c'est cette dernière catégorie de solutions. En fait, on va pouvoir s'appuyer sur les résultats de recherche d'une initiative qui s'appelle ATTRAP. Donc, c'est une grande initiative avec plusieurs universités, Université de Montréal, Polytechnique. Là, vous voyez les chercheurs ici en bas qui sont impliqués, qui, eux, essaient de développer des outils de détection génomique, donc essayer de détecter quelles sont les communautés de cyanobactéries qui sont susceptibles de sécréter des toxines, puis aussi toutes sortes de méthodes de traitement à l'usine pour éviter que l'usine soit contaminée puis que ça entraîne des surcoûts. Alors, c'est deux types de solutions, mais qui visent en bout de ligne à réduire le risque pour la population humaine. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un espèce de modèle bioéconomique global où est-ce que vous pouvez voir en gris, ici, ce sont les endpoints. Donc, on a des cours d'eau, le lac, l'usine, la résidence et les lieux de baignade. On a un modèle biophysique qui est en cours de construction avec les partenaires où est-ce qu'on veut faire entrer les nutriments, l'impact que ça a sur les blooms, donc la prolifération de cyanobactéries qui, elles, vont générer des cyanotoxines, mais pas toujours. Donc, on a développé un modèle biophysique qui est assez simple, qui se base surtout sur une chaîne de probabilité conditionnelle. Donc, on part du contact à la fin, puis on essaye de quantifier le risque par cette chaîne de probabilité conditionnelle-là. Donc, l'espérance de contact va dépendre de la probabilité de contact étant donné qu'il y a une toxine, puis on va estimer ces probabilités-là avec... en fait, les solutions viennent influencer, les solutions aval viennent influencer cette probabilité de contact étant donné qu'il y a une toxine. C'est notre vecteur d'action de nos scénarios. Ensuite, ça dépend aussi de la probabilité d'une toxine étant donné qu'il y a un bloom. Donc, ça ici, c'est avec une base de données où est-ce qu'on va avoir les niveaux de risque de chacun des lacs, chacune des communautés. Et finalement, la probabilité de bloom qui va être une certaine fonction de l'état trophique du lac. Donc, ça ici, c'est le modèle biophysique qui est en cours de construction. Puis aujourd'hui, ce que je voulais surtout vous présenter, c'était l'intégration de l'économie avec ce modèle biophysique-là. Donc ici, je vous ai mis en rouge nos types de scénarios. Alors, c'est des scénarios qui ont été construits avec les experts. Donc, il y a le scénario de réduction des nutriments. Il y a un scénario de détection génomique. Donc, on étudie les communautés de cyanobactéries, puis on peut appliquer un traitement préventif qui est assez coûteux, mais qu'on sait qu'il va fonctionner, qui est l'ozone, versus faire un suivi puis un traitement en continu avec la poudre de charbon activée. Donc, ça ici, c'est à l'usine. Ce qu'on voit, c'est que, dépendamment de où on intervient dans cette chaîne de production d'eau, les services écosystémiques qui sont affectés ne sont pas les mêmes. Donc, on comprendra que si on intervient plus en amont, on risque d'avoir une amélioration de l'ensemble des services écologiques que vous voyez en vert. Par contre, l'amélioration est moins directe au niveau de l'eau potable, la réduction du risque, il y a un petit peu plus d'incertitude sur ce type de solution-là.
Et puis, si on intervient un petit peu plus en aval, on risque d'avoir vraiment une augmentation une grande réduction du risque qui se traduit par une réduction des effets sur la santé et une amélioration des activités de baignade. Alors, ça ici, c'est notre modèle bioéconomique. Et puis, pour pouvoir le quantifier, on va se fier sur un cadre qui a été développé par Keeler dans un article de PNAS, où est-ce qu'on voit que les services écosystémiques ici, donc, c'est les mêmes qu'on avait tantôt en vert. Donc, il y a les activités récréatives du lac. Puis, la particularité, c'est qu'on va utiliser 3 types de services écosystémiques associés à l'eau potable pour vraiment distinguer chacun des effets. Ça, c'est parce qu'on se concentre sur des scénarios qui visent l'optimisation des traitements et du suivi. Fait qu'on veut pouvoir mesurer finement l'impact, les bénéfices associés à chacun des types de scénarios. Alors, ça va prendre la forme de coûts évités en termes de nitrate et de phosphate si on réduit les apports de nutriments. Puis ensuite, ça va se traduire par de la réduction de risque. C'est ça, donc la réduction du risque de maladie associée avec une meilleure détection ou un meilleur traitement de l'eau potable. Donc, ça, c'est le cadre qui est en cours en ce moment. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Caroline. On n'aura pas le temps de prendre de questions, malheureusement. On va devoir enchaîner. Donc, je vous invite à communiquer avec Caroline directement ou à lui écrire une question dans le chat. Sinon, on va enchaîner avec le prochain conférencier qui est Brandon Chabot, qui est un étudiant à la maîtrise là, sous la direction de Catherine Turgeon à l'ISFOR et à l'UQO. Je t'invite à partager ta caméra et ton micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? OK. Oui, on t'entend très bien. Okay. On voit ta présentation. Mais voici mon projet de maîtrise. On va analyser la diversité végétale des milieux humides des Grands Lacs. C'est un projet qui est en collaboration avec Environnement Canada. C'est un gros projet avec 8500 quadrants environ sur 26 sites. Et ça, c'est en 2018 et 2019. C'est un projet qui est très énorme et qui est très récent. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos milieux humides de nos Grands Lacs? On va regarder le premier indice de biodiversité, la richesse spécifique. Donc, voici, ça, c'est les Grands Lacs et chaque point représente un de nos 26 sites. Et on peut voir un code de couleur et un code de grosseur. Fait que quand on voit un point qui est petit et bleu foncé, ça veut dire qu'il y a très peu d'espèces différentes dans ce site-là, versus les points qui sont un peu plus gros et qui sont verts ou jaunes, ils ont beaucoup plus d'espèces. Qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que les sites du sud n'ont pas beaucoup d'espèces versus les sites du nord, qui est contraire à ce qu'on aurait prévu parce que plus on s'approche de l'équateur, plus on a un climat chaud, une période de croissance longue et un hiver doux. Donc, ça favoriserait plus de diversité végétale, mais on voit le contraire ici et on se demandait pourquoi. Donc, la prochaine analyse, je regardais le nombre d'espèces exotiques à chaque site. Alors là encore, c'est tous nos sites et ça, c'est le pourcentage de recouvrement par espèces exotiques. On peut voir que les sites du sud sont très envahis par des espèces exotiques, environ 40 à 50% du recouvrement total d'espèces végétales sont des espèces exotiques, versus le nord qui en ont 10% ou moins. Par la suite, on va regarder aussi les variables environnementales, c'est-à-dire l'agriculture qui se passe autour de nos sites. On peut voir que dans les sites du sud, il y a énormément d'agriculture. Certains endroits, 60 à 80% de nos sites sont entourés par des zones d'agriculture intensive qui pourraient favoriser l'établissement et la prolifération d'espèces exotiques. Ça, c'est un milieu humide typique. On peut les séparer en tranches différentes selon un continuum hydrologique. On trouve les espèces aquatiques qui sont complètement submergées. Ensuite, on a les marais émergents non persistants, les marais émergents périhumides et les marécages. On va regarder les indices de biodiversité au niveau de chaque classe de milieux humides. Alors là, j'ai mis en arrière-plan notre belle hydrocère en arrière-plan pour que vous voyez. Et, on a les espèces aquatiques ici, etc. Puis là, on va regarder l'équitabilité de Pilou.
Ça, c'est un indice de biodiversité qui permet d'évaluer comment proche, en proportion, chaque espèce sont dans un environnement. Donc, c'est un indice qui varie de 0 à 1. Et plus qu'on est proche de 1, plus les espèces sont équitables entre eux. Fait que si tu aurais, mettons, un indice de Pilou de 1, ça veut dire, mettons, tu aurais 10 espèces, mais chaque espèce représente 10 de l'environnement. On peut voir que tous nos classes de milieux humides sont très similaires, sauf une en particulier, puis ça, c'est les émergentes. Les émergentes ont un indice de Pilou très bas, qui veut dire qu'elles sont très dominées par une ou deux espèces. Et là, finalement, je vous laisse avec cette dernière graphique qui redit encore la même histoire de tout ce qu'on disait. Ça, c'est chaque point, un code de couleur qui représente une classe de milieu humide. Et on peut voir que dans l'axe des X, c'est le pourcentage d'agriculture encore. Plus il y a de l'agriculture qui augmente, mais plus le pourcentage de recouvrement d'exotiques augmente. Ça, c'est vrai pour chaque classe de milieu humide, mais on peut voir qu'il y a une ligne en particulier qui se diffère de tous les autres, ça, c'est les émergents. Ça veut dire que pour ceux qui travaillent en conservation, en restauration, on peut voir quel site il faut mettre plus d'efforts, mais aussi dans quel endroit dans notre hydrosaille il faut mettre plus d'efforts pour corriger ça. Puis ça, c'est la section des émergentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brandon. On va prendre le temps pour une petite question pour Brandon, si on en a une dans l'assistance. Comme il a bien respecté son 3 minutes, on va lui donner l'opportunité de répondre à une question. Est-ce qu'on a quelqu'un dans la salle qui aurait une question pour Brandon? Encore une fois, je vois des applaudissements, pas de main levée. Excellent. Donc, tu as été très clair. Merci beaucoup, Brandon, pour ta présentation. Merci. Et on va passer à notre dernière conférencière de la journée, Emmanuelle Barrault, qui est une étudiante au doctorat à l'ISFOR, que j'invite à partager sa caméra et son micro, ainsi que sa présentation. Emmanuelle va nous amener dans un milieu un petit peu plus exotique, qui est l'estuaire du Saint-Laurent. Bonjour à tous et merci Benoît pour ton introduction. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon projet doctoral qui porte sur la dynamique spatiale du beluga qui réside dans l'estuaire du Saint-Laurent et l'importance de son étude dans le contexte de la conservation de la population. Mon projet est supervisé par Angélique Dupuche, qui est professeure à l'UCO et à l'ISFOR, et Véronique Lesage, qui est chercheure fédérale et basée à l'Institut Maurice Lamontagne à Montjoly. Et je travaille également en étroite collaboration avec Robert Michaud, qui est le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins basé à Tadoussac. Donc pour commencer avec un petit peu de contexte, le beluga, c'est une espèce qui est très sociale et les indus vont vivre en groupe et en troupeaux qui vont être de taille et de composition variables. La population de l'estuaire du Saint-Laurent est résidente et on estime qu'elle décline à environ un taux de 1% par an depuis les années 2000 et de ce fait, elle est classée en voie de disparition. L'une des principales menaces de son déclin, ça va être la pollution acoustique et comme vous pouvez le voir sur la carte en bas à gauche, la densité du trafic maritime est particulièrement intense de mai à octobre. Et les segments de navigation qui sont représentés avec les lignes en rouge traversent son habitat critique et les zones dans lesquelles il va se concentrer, il va passer beaucoup de temps. C'est les petites taches en noir. Afin d'évaluer les impacts de ce bruit sous-marin sur l'écologie du beluga, le programme de recherche mené par le professeur Clément Chion modélise les interactions entre le trafic maritime et les belugas, ce qui permet d'estimer à hauteur de combien chaque individu perçoit le bruit sous-marin. Donc, je vous invite à plonger dans l'estuaire du Saint-Laurent, dans lequel les conditions environnementales sont recréées, également le comportement du beluga, basé sur les connaissances les plus récentes et actuelles. Et le beluga, donc les petits points blancs, vont devenir rouges lorsqu'ils sont exposés au bruit sous-marin suite au passage, au transit d'un bateau, donc les gros bateaux, les cargos. Et ces simulations permettent de faire plusieurs scénarios très intéressants, des hypothèses de recherche à explorer. Toutefois, à l'heure actuelle, le déplacement du beluga, le modèle de déplacement du beluga n'est pas très réaliste parce qu'on ne comprend pas encore les mécanismes qui influencent les décisions de déplacement, mais aussi comment il sélectionne son habitat. Et c'est dans cette optique-là que s'inscrit mon projet de doctorat, c'est vraiment de voir un peu comment les facteurs environnementaux et son comportement social vont impacter son comportement
son comportement spatial. Donc, en utilisant des bases de données qui ont été récoltées au cours des 3 dernières décennies, je vais regarder un petit peu comment les groupes et les troupeaux varient dans le temps et dans l'espace. C'est ce qu'on appelle la dynamique de fusion-fission. Je vais également regarder le comportement de déplacement à fine échelle à partir des suivis télémétriques. Et enfin, je vais regarder aussi comment le beluga sélectionne et utilise son habitat. Pris dans leur ensemble, chacun de ces objectifs va permettre d'améliorer le modèle de déplacement du beluga que je vous ai présenté dans la petite vidéo précédemment. Et puis également l'identification des fonctions biologiques des aires dans lesquelles les belugas vont concentrer leur temps et leurs activités vont permettre d'améliorer les scénarios qui seront proposés pour les mesures de gestion de la navigation. En effet, le trafic maritime tend à augmenter et de ce fait, des routes de navigation alternatives pourraient être proposées, des refuges acoustiques et également une proposition d'étendre l'aire marine protégée pour concilier la navigation maritime avec le rétablissement de la population de belugas. Je vous remercie de votre attention, puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Emmanuelle. On va prendre le temps, comme Emmanuelle, c'est la dernière, puis qu'elle a été très patiente. Puis je remercie d'ailleurs tous les participants qui sont toujours parmi nous. Je vais ouvrir la période de questions pour une petite question rapide pour Emmanuelle, s'il y en a une. Donc, on a des nouveaux petits. Oh, on a une question. Qui est-ce qui a la question? C'est Timothée. Timothée, je pense. Oui, merci. Question très rapide que j'imagine c'est le nerf de la guerre, les données. Elles viennent d'où? Et tu as parlé de suivi télémétrique, je me demandais depuis quand elles étaient disponibles. Donc, en fait, je vais avoir 2 grosses bases de données. La première, c'est les suivis d'observation qui sont réalisés par le GREM depuis 1989 à peu près, donc ça fait une trentaine d'années de données. Puis, ma co-superviseure Véronique Lesage a réalisé, en collaboration avec le GREM, des suivis télémétriques depuis 2001. Donc, je vais avoir, pareil, une dizaine d'années de suivi télémétrique sur environ 80 individus qui ont été équipés. Ok, merci. Et bonne chance pour tout ça, ça s'annonce passionnant. Merci Timothée. Merci beaucoup, Emmanuelle, pour ta présentation et merci à tous les étudiants qui ont fait des présentations éclairs ou des présentations ce matin.